Je voudrais signaler très brièvement que mon exposé va être centré sur une période euh, limitée de 1929 à 1939 et plus particulièrement, bien sûr, sur le projet Bloom-Violette, puisque nous parlons des promesses déçues. Alors, je viens d'apprendre qu'il n'y avait pas eu de promesses et sans doute avez-vous raison de le présenter ainsi, mais il n'empêche que la déception, elle, était réelle. Et c'est ce que je vais m'efforcer de vous exposer maintenant. Je pense d'ailleurs que puisque le colloque d'aujourd'hui s'intitulait aussi Aux sources de la guerre d'Algérie, nous allons peut-être essayer de mieux comprendre comment l'un a pu se nourrir de l'autre. Bon, il est bon d'ailleurs, à mon avis, d'aborder ces sujets un peu anciens parce qu'ils nous ramènent donc aux origines et dans une époque sur laquelle on dit aujourd'hui beaucoup de mal et surtout bien des choses approximatives. La généralisation, en effet, dans les médias audiovisuels d'une espèce de vulgate anticoloniale, quasiment proche d'une idéologie, ne permet plus d'envisager les enjeux et de saisir les complexités de cette époque et des luttes qui s'y sont déroulées. Il faut donc reparler, et nous allons le faire ensemble, d'acteurs importants de jadis, comme la Fédération des élus musulmans, des gens bien oubliés parfois dans les livres. Il faut reparler, bien entendu, aussi du Congrès musulman, de la situation exacte des nationalistes, de l'étoile nord-africaine, des oulémas, des communistes, des musulmans d'Algérie au regard de la citoyenneté, tout sujet sur lesquels on dit de nos jours des choses bien légères. La période envisagée étant donc celle que j'ai évoquée, elle est particulièrement chargée. 1929 à 1939, c'est une décennie chargée, comme nous allons le voir. Je dirais quand même un mot de ce qui a précédé. Madame Verdès-Leroux a fait allusion à la loi de 1919. En effet, le problème de la citoyenneté des musulmans avait, à cette époque-là, été tranché dans un sens important par un homme à poigne, savoir Clémenceau. À savoir, en effet, qu'il avait, pour la première fois, alors pas pour la première fois, parce qu'il y avait eu le précédent du décret Crémieux, problème complexe que vous me permettrez de ne pas aborder aujourd'hui, d'autant plus que ce n'est pas le sujet précis. Mais il est important de dire un mot de cette loi de 1919 qui avait donné à certaines catégories de la population musulmane la pleine citoyenneté française, dans ce sens que elle était accordée non pas à l'ensemble de la population musulmane, mais à un certain nombre de catégories, au nombre desquelles figuraient bien entendu au premier chef les anciens combattants, et donc qui, il ne faut pas négliger l'importance de cette loi, car pour la première fois, la République accepte que des gens soient des citoyens à part entière sans renoncer à un statut personnel coranique qui relève d'un droit différent du sien. Il y avait ce problème, en effet, a existé depuis les origines de l'Algérie. En effet, au terme du droit international, l'Algérie, territoire français, avait regroupé un certain nombre de citoyens, d'habitants, qui étaient tous, alors j'ai eu tort de dire citoyens, un certain nombre d'habitants qui étaient tous français. Et cette erreur est constante aujourd'hui quand je lis les productions de certains de nos historiens nouveaux et qui sont tous plus ou moins anticoloniaux. Il n'y avait en Algérie que des Français. Mais un certain nombre d'entre eux n'étaient pas citoyens à part entière. Telle est la différence. Or, parler ensuite, comme on l'a fait pour le décret Crémieux, et ensuite pour les catégories de musulmans qui ont été élevés à la pleine citoyenneté, parler de naturalisation était une erreur dans les termes qui continuent d'ailleurs à être répercutés jusqu'à nos jours. Il ne s'agissait pas d'une naturalisation, il s'agissait d'une citoyennisation. Le terme est barbare, est horrible, mais il me paraît
tout de même, c'est celui que j'emploierai parce qu'il me paraît tout de même plus juste. Au terme du Senatus Consulte du 14 juillet 1965, donc les habitants, il avait été réaffirmé que les habitants de l'Algérie, musulmans compris, étaient et israélites, à l'époque tenus pour des indigènes, étaient français, mais ils demeuraient régis par le droit coranique pour les uns, par les règles mosaïques pour les seconds, le tout formant ce qu'on appelle le statut personnel. Lorsque j'évoquerai plus tard, enfin, au cours de mon exposé, le statut personnel, c'est donc de cela qu'il s'agit. Le problème qui s'est posé à partir du Senatus Consulte, c'est que tous ceux qui voulaient adhérer à cette pleine citoyenneté et y accéder pouvaient le faire. C'était à condition de le demander par une démarche volontaire. Or, cette démarche volontaire était conçue, enfin, comment dirais-je, considérée dans les milieux concernés par les éléments les plus religieux, et ils étaient assez nombreux tout de même, comme un rejet de la loi religieuse et par conséquent une apostasie. Ceci crée une difficulté et il est très rare, dans ce que je lis aujourd'hui sur l'histoire de l'Algérie, qu'on fasse allusion à tout ça. Or, c'est capital. Très peu d'Israélites et très peu de musulmans profitèrent de ce Senatus Consulte pour demander l'accession à la pleine citoyenneté. Donc, comme ceci avait un inconvénient, évidemment, que l'on comprendra tout de suite, une grande partie de la population, une grande partie des habitants du pays ne jouissaient donc pas d'un statut de citoyen à part entière. Notamment, il n'y avait pas d'éligibilité et il n'y avait pas de participation au vote, en tout cas pas dans les mêmes conditions que pour ceux qui étaient pleinement citoyens français. Donc, à partir de 1919, et compte tenu des sacrifices consentis par certains musulmans dans la défense de la France, dans la défense de la patrie, il y eut cette loi de 1919 par laquelle Clémenceau et Georges Lègue écartaient cette objection d'un statut personnel à caractère non laïque, pour mettre l'accent, au contraire, sur l'absence de choix volontaire de l'abandon de ce statut, en décrétant que certaines catégories de la population étaient, par décret, et donc sans avoir à formuler un vœu, déclarées citoyens français à part entière. Ceci est grosso modo, mais il faudra, si on entrait dans les détails, il faudra un véritable colloque à ce sujet. Ceci était grosso modo ce qui s'était passé pour les Israélites avec le décret Crémieux. La démarche d'abandon du statut personnel pour accéder à la pleine citoyenneté se heurta donc aux objections que j'ai dites, que j'ai signalées chez les musulmans, après les juifs. Le statut personnel était l'obstacle principal et par conséquent, peu à peu se dégagea dans la classe politique française l'idée que pour surmonter cet obstacle, il fallait procéder par décret, sans que les intéressés aient à formuler un vœu personnel et exercer leur volonté personnelle en la matière. Mais petit problème, enfin énorme problème, à l'époque du décret Crémieux, il y avait 30 000 Israélites. À l'époque dont nous parlons, dans l'entre-deux-guerres, la population musulmane était déjà avait déjà dépassé 4 millions et approché de 5 millions, pour proportion qui allait augmenter encore. Je rappelle que à partir des années 30, la population musulmane se mit à doubler à peu près tous les 20 ans. Donc, il y avait des problèmes extrêmement délicats qui se posaient de ce chef. Il faudra, bien entendu, à partir de ce moment, parler de Maurice Violette. Vous avez évoqué cette personnalité tout à fait hors du commun. Et je rappellerai d'abord quelques traits biographiques le concernant.
Maurice Violette est un homme politique qui a commencé sa carrière comme maire de Dreux. Il a été ensuite parlementaire, ça, plusieurs fois ministre, et il a été aussi, permettez-moi de rafraîchir ma mémoire, je crois bien que c'est de 1925 à 1927, gouverneur général de l'Algérie. Dès cette époque-là, dès le début, il s'est intéressé à l'Algérie. D'une manière générale, il s'intéressait à l'empire colonial. Et dès cette époque-là, il a eu le sentiment qu'il fallait élargir, davantage que cela n'avait été fait en 1919, l'importante, déjà importante fraction des musulmans qui avaient acquis la pleine citoyenneté. Il voulait donc développer, élargir les bases de ce corps électoral musulman, ce qui lui paraissait la meilleure façon d'aller dans le sens de l'assimilation, car c'est le terme que l'on n'hésitait pas à employer à l'époque. Dès lors il faut rappeler aussi que les réformes de 1919 avaient amené un nombre non négligeable d'élus musulmans dans la vie politique algérienne locale, si bien que dans l'entre-deux-guerres, s'était créée une fédération des élus musulmans qui allait jouer un rôle important à tous égards, comme nous allons le voir. Le nom du docteur Benjeloul, était-ce un docteur? Oui. Oui, donc il y avait le docteur Bentami, ça c'était les jeunes Algériens, docteur Benjeloul, oui. Alors donc, le docteur Benjeloul, le nom du docteur Benjeloul est attaché bien sûr à cette fédération des élus musulmans qui va jouer le rôle que nous allons voir. Compte tenu de ce qui se passe actuellement, je dirais, je n'hésite pas à parler d'une véritable réécriture de l'histoire, tout au moins dans certains ouvrages. Il ne faut pas s'étonner qu'une certaine caricature de cette vie politique algérienne dans l'entre-deux-guerres soit très répandue. Une partie, en effet, de l'évolution qui va se produire est présentée comme une suite de revendications musulmanes tendant à l'égalité politique. Bien entendu, c'est une réalité. Donc il y a des revendications musulmanes tendant à l'égalité politique avec les citoyens français, ceux qui ont la pleine citoyenneté française. Mais bien entendu, on présente aujourd'hui les choses comme si les élus européens, de leur côté, s'y opposaient avec acharnement. Au point qu'un historien très célèbre et qui a été même ministre, je ne citerai pas son nom, peut-être voyez-vous de qui il a pu s'agir, mais m'a choqué un jour parce qu'il avait écrit un article dans le Figaro expliquant que la réforme Blum-Violette avait échoué par l'opposition acharnée, à cause de l'opposition acharnée des Pieds Noirs. Pieds Noirs que dans de nombreux ouvrages, aujourd'hui, mais déjà, j'ai relu ces temps-ci les ouvrages d'André Julien et de Charles Robert Ageron, que déjà, en ce temps-là, on désigne globalement comme des colons, ce qui, vous m'en excuserez, je vous prie, me paraît un abus de langage. Cette opposition est mise sur le compte de la population pied noir, elle est mise sur le compte de lobby pied noir, alors qu'il faudrait peut-être se limiter à l'opposition des élus européens, encore que tous n'aient pas été dans cette démarche. Il est trop facile, évidemment, en outre, de mettre tout cela sur le compte du racisme et de la discrimination, alors qu'il y avait un réel problème de fond que je vais essayer de résumer et pour lequel la solution n'a jamais été trouvée. Et je ne voudrais pas faire d'incursion dans la période actuelle, mais chacun comprendra à quoi je fais allusion. Il y a un problème dans les rapports entre la République, ce que l'on a coutume d'appeler les valeurs de la République, et certaines
prise de position à base religieuse ou nationaliste ou identitaire à partir du moment où certaines ne sont pas compatibles. Les républicains de cette époque, de la 4e, étaient extrêmement sensibles à cela. Et c'est la raison pour laquelle la citoyennisation des musulmans était freinée. En effet, beaucoup de parlementaires français, métropolitains, considéraient qu'il n'était pas possible que des citoyens français soient en même temps, simultanément, régis par un droit qui n'était pas conforme au droit français. Alors, le problème de la laïcité était l'un de ces problèmes, mais il n'était pas le seul, bien entendu. Il y avait aussi des problèmes. Il y a dans le droit coranique des choses que... on pense souvent à la polygamie, bien sûr, mais ce n'est pas le seul point, c'est pas la seule pierre d'achoppement, mais il y a forcément... Il y avait donc des compromis à trouver, mais ce n'était pas facile, car pour beaucoup de républicains de l'époque, et je rappelle que ça n'avait peut-être pas été la position, la politique de l'Empire, par exemple, ni des bureaux arabes auparavant, mais à partir de 1870, c'est une république quand même, certes encore un peu faible, flageolante, mais qui quand même est ferme dans ses principes, qui arrive au pouvoir, et en particulier qui porte gaillardement son héritage jacobin. Alors, pour des jacobins, le communautarisme, c'est impensable. Et il n'est donc pas... nous sommes toujours dans ces exigences aujourd'hui. Maurice Violette était de ceux qui étaient parfaitement conscients de tous ces problèmes, sauf qu'il voyait bien également qu'on ne pouvait pas continuer de la sorte et qu'il fallait trouver un compromis. Son idée était tout simplement qu'il fallait élargir, je l'ai dit, les bases électorales dans la population musulmane, il fallait citoyenniser, pardonnez-moi le terme, de plus en plus de musulmans, et il fallait également passer donc des compromis, vaincre des oppositions. Il avait cru trouver justement dans la célébration du centenaire une bonne occasion pour amener à un progrès, un dépassement de toutes ces contradictions qui marquaient l'Algérie. Et en particulier, je crois que c'est lui qui a eu la formule que l'on emploie encore aujourd'hui parmi certains historiens, effacer le clivage vainqueur-vaincu. Qu'il me soit permis auparavant de rappeler brièvement que Maurice Violette, ayant été gouverneur général en Algérie, ne s'était pas fait que des amis là-bas. Il avait une certaine considération auprès des musulmans, mais il est vrai qu'il avait irrité les Européens par un certain nombre de maladresses. Je ne veux pas entrer dans le détail maintenant, mais quand il quitte l'Algérie comme gouverneur général, il ne laisse pas forcément une grande popularité derrière lui, tout au moins dans le milieu européen. Pourquoi ? Parce que, alors j'entre pas dans le détail, je vous l'ai dit, mais il se trouve que, étant partisan de l'élargissement du vote musulman, il sait très bien qu'il faut vaincre des oppositions. Il a donc un projet qui est le suivant, c'est-à-dire alors, on disait à l'époque naturaliser, le terme est impropre, mais je dis citoyenniser l'élite musulmane dans l'espoir qu'elle entraînera un jour à sa suite les masses. C'est un projet qui stratégiquement se défendait très bien. Contrairement à ce qu'on nous raconte aujourd'hui, l'opposition centrale, si elle vient de certains Européens, en particulier de certains élus européens, il faut évidemment là faire allusion au sénateur Duroux, important oligarque qui à l'époque joue déjà un rôle considérable. Le sénateur Duroux, je crois, avait des minoteries, enfin, c'est bien que ses adversaires l'appelaient le farinard. Bon, bref,
Duroux avait pris en grippe Violette au point qu'une fois qu'il quitta l'Algérie, il alla organiser chez lui à Dreux une comment dirais-je, une contre-élection. Enfin, si vous voulez, il avait organisé des gens pour qu'ils essayent d'empêcher Violette d'être élue, ce qui d'ailleurs a échoué. Ça, c'est un petit peu la petite histoire. Et Violette reviendra en force au moment du Front populaire, je vais en parler brièvement. Mais il ne faut pas oublier aussi que pendant la guerre d'Algérie, le sénateur, ancien gouverneur Maurice Violette, a aussi fait partie, aux côtés de Jacques Soustelle et de Robert Lacoste, du comité de Vincennes, qui était un comité d'importants hommes politiques décidés à s'opposer, dans la légalité, au général de Gaulle, à sa politique algérienne. Telle fut donc, brièvement résumée, la carrière de Maurice Violette. Alors, quand on dit que les Européens s'y sont opposés, c'est une simplification. Certains Européens, je parle maintenant, si vous voulez bien, je glisse au projet Blum-Violette, qui est un projet porté, comme le nom des deux auteurs l'indique bien, par le Front populaire. Et c'est donc au moment du Front populaire que l'on remet en scène, pas en scène, mais enfin qu'on remet sur le tapis ce projet qui était dès l'origine celui de Violette. Entre-temps, il y a eu, comme on en a parlé tout à l'heure, les cérémonies du centenaire. On a donc exalté considérablement la colonisation, l'empire, etc. Donc, si vous voulez, il n'y a pas forcément... il y a un état d'esprit qui peut-être est un peu différent, en tout cas dans l'esprit de Violette, et il pense pouvoir en profiter. Les adversaires de Violette, lorsqu'il était gouverneur de l'Algérie, et qu'il avait un projet assimilationniste, n'étaient pas seulement les élus européens. Il avait parmi ses principaux adversaires les communistes. On l'oublie, on n'en parle jamais. Les communistes à l'époque étaient hostiles à l'assimilation. D'ailleurs, ce n'était pas une caractéristique de ce parti. La gauche tendait, à l'époque, à être assimilationniste. On va me dire que je simplifie, mais pas tout à fait. Et tandis que les forces de droite conservatrices, eh bien, elles étaient conservatrices, c'est-à-dire qu'elles ne tenaient pas à ce que les choses changent tellement. Certains considéraient, par exemple, que la loi de Clémenceau de 1919 constituait une avancée considérable pour les musulmans et que, pour le reste, il y avait toujours la démarche possible de renoncer au statut personnel coranique et que, par conséquent, la France, comme ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, en avait déjà fait beaucoup. En dehors de l'opposition des communistes, il y avait aussi celle des nationalistes. En particulier de ceux qui s'étaient tenus en dehors du Congrès musulman. Alors le Congrès musulman, c'était un regroupement de la Fédération des élus, des oulémas du Shir Ben Badis, dont je n'ai pas encore parlé, et aussi au début, en tout cas, des communistes, toutes personnes qui s'étaient réunies justement pour soutenir le Front populaire et, par la même occasion, le projet Blum-Violette. L'opposition des nationalistes les nationalistes de Messali, l'étoile nord-africaine, qui deviendra plus tard le PPA, n'étaient pas dans le Congrès musulman. Donc, mais leur opposition n'en était pas moins réelle, et en particulier, elle était tout à fait sonore et vocale en ce qui concernait le projet Blum-Violette. Donc, si l'on ne réécrit pas l'histoire et si on essaye de voir les choses sous toutes leurs facettes, l'opposition des élus européens n'était pas la seule, et il y avait aussi une opposition considérable dans le milieu nationaliste et dans le milieu communiste. Seulement, l'avènement du Front populaire a entraîné un changement de pied de ces différents groupements politiques, et communistes, oulémas et fédération des élus s'étaient réunis, donc congrès musulman, pour soutenir le projet.
Ensuite, les oulémas, dont la position était d'ailleurs complexe à ce sujet, je vais y revenir, les oulémas par la suite, gênés par ce voisinage un peu trop voyant avec les communistes, s'en séparèrent. Alors, en 1924, bon, je passe. Oui, alors donc, arrive de ce projet Blum-Violette, nous sommes à l'époque du Front populaire, et certains reprocheront à Blum-Violette d'avoir perdu le sens des mesures et de vouloir rendre électeurs quelque chose comme environ 60 000 musulmans qui allaient s'intégrer au corps électoral en Algérie. Le projet de loi fut déposé, mais il ne fut pas examiné tout de suite. Paradoxalement, ce projet de loi qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait susciter beaucoup d'agitation en Algérie n'a finalement jamais été appelé au débat parlementaire. André Tardieu, qui jouait un rôle important également dans la classe politique française à l'époque, il était alors ministre, doucha d'ailleurs les enthousiasmes qui s'étaient élevés en Algérie à propos du projet de Violette, car il considérait en fond que la naturalisation par décret était toujours quelque chose de suffisant. L'effervescence fut d'ailleurs très vite assez considérable. Les élus européens, tout au moins la majorité d'entre eux, menaçant de démissionner. Et on reparla donc de décrets obligatoires, évitant d'avoir à faire le choix de l'abandon du statut, de manière à élargir le socle de la loi de 1919. Le facteur démographique, je l'ai signalé, jouait énormément, puisque le nombre des musulmans augmentant très vite, on restait donc prudemment dans la perspective d'une citoyennisation de l'élite musulmane seulement. Cette prudence, évidemment, rétrospectivement, nous paraît peut-être un peu aujourd'hui bien trop grande. Mais nous savons ce qui s'est passé après. Mais nous devons aussi tenir compte de ce que la situation internationale était également très tendue. La France avait du mal à se mettre dans l'idée que son empire pouvait être ébranlé à l'heure où, justement, la menace hitlérienne n'était pas grandissait et n'était pas une plaisanterie. Les musulmans, en particulier ceux de la Fédération des élus, en vinrent vite à s'énerver car ils constataient que le processus parlementaire était très long, qu'on en discutait longuement. Maurice Violette, qui avait déjà fait outre son séjour comme gouverneur général, avait fait différents séjours ensuite avec des délégations de sénateurs, et lui-même fut obligé de considérer que les nationalistes en Algérie, comme les traditionalistes, se refusaient à toute citoyenneté française qui aurait été calquée exactement sur celle du décret Crémieux. En effet, l'abandon du statut personnel est resté quelque chose que les musulmans, et ce n'était pas tout à fait la même chose que la communauté israélite de ce chef, les musulmans se sont toujours refusés à y consentir. Lorsque je dis les musulmans, je pense en particulier à ceux qui s'exprimaient à l'époque, mais il est évident que dans la masse elle-même, les choses ne devaient pas être forcément très différentes. Seulement, le problème est que si l'on pouvait surmonter cet obstacle par décret, encore fallait-il deux choses, c'est qu'il y ait une volonté politique à Paris
et qu'il y ait une majorité au Parlement. Deux choses qui faisaient défaut. C'est pourquoi j'ai tenu à dire jusqu'à maintenant que l'opposition des élus européens, pour importante qu'elle fût, n'a jamais été, en l'occurrence, décisive. L'opposition se manifestait en particulier par le fait que l'on disait que des gens qui accéderaient à ces gens qui allaient accéder à la citoyenneté, pleine citoyenneté française, auraient en même temps, garderaient en même temps des avantages juridiques, enfin avantages, en tout cas bénéficieraient de dispositions juridiques qui en feraient en quelque sorte des citoyens français à 125%. Bon, de leur côté, les musulmans concernés disaient qu'ils étaient pour l'égalité politique et que la meilleure façon pour eux d'évoluer, d'entrer dans la modernité était, bien entendu, de devenir des Français à part entière et à l'égal des autres. Il faut noter aussi que, contrairement à certaines simplifications, des gens qui étaient tenus pour très favorables à la colonisation, je pense à des gens comme l'écrivain Louis Bertrand, par exemple, d'autres comme un élu du Constantinois, le sénateur Cutoli, s'était beaucoup inquiété également alors de cette magnificence des fêtes du centenaire, dont il craignait qu'elle vexasse certains esprits musulmans. Il ne semble pas que la chose ait été éclatante, mais certains l'ont manifesté en ce sens. En particulier, on ne s'en étonnera pas, le Shir Ben Badis, qui fit allusion lui-même à cette espèce une espèce d'humiliation qu'avait été pour lui la manifestation du centenaire. C'est tout au contraire, d'autres musulmans indiquaient que la politique indigène de la France, à l'époque le mot indigène était employé sans aucune réticence, la politique indigène de la France ne pouvait avoir d'autre but que l'assimilation. Vous voyez, l'état d'esprit était très différent, et en particulier avant la guerre, dans l'entre-deux-guerres, et en particulier, il était très différent de l'état d'esprit qu'on va découvrir en 1945, après la guerre mondiale, où là, l'anticolonialisme et le nationalisme arabe auront pris des proportions beaucoup plus grandes. C'est l'époque aussi où Ferhat Abbas fait sa fameuse déclaration. Alors, on cite toujours la déclaration de Ferhat Abbas selon laquelle il n'y avait pas de patrie algérienne, mais Ferhat Abbas disait aussi que les Algériens n'ont d'autre but que de s'incorporer dans la grande famille française. Vous voyez que même pour des gens qui étaient relativement oppositionnels, Ferhat Abbas, vous savez comment il était, un précurseur, mais aussi un spécialiste de l'eau tiède pour les autres nationalistes. Donc voilà. Mais ceci ne nous étonne pas de Ferhat Abbas, qu'il ait parlé de la famille française. Mais Ben Badis, chef des oulémas, que déclare-t-il à l'époque ? Il pense qu'aujourd'hui, les générations nouvelles rêvent d'une famille française s'élargissant toujours. Donc, vous voyez, l'état d'esprit, même chez des gens qui sont très oppositionnels, et comme Ben Badis, qui se réclame du nationalisme algérien, qui passe pour le père du nationalisme algérien, il n'est pas dans l'opposition au projet Blum-Violette. Il est contre l'abandon du statut personnel, mais il n'est pas contre l'octroi de droits politiques supplémentaires. Ceci est très important, et sans ça, on ne comprend rien à ce qui s'est réellement passé. Alors, je crois que c'est le 23 février 1936 que Ferhat Abbas écrivit un célèbre article
donc dans lequel il déclarait qu'il avait consulté les vivants et les morts et qu'il en est arrivé à la conclusion que la patrie algérienne n'existait pas. Ben Badis lui répond, il ne laisse pas une telle déclaration passer. Et il dit ceci: cette nation algérienne n'est pas la France, donc le chef des oulémas, cette nation algérienne n'est pas la France, ne peut être la France et ne veut pas être la France. Voilà donc la réponse de Ben Badis. Or, quand il dit ça, il n'en conclut pas pour autant qu'il doit entrer dans une opposition rigoureuse et farouche au gouvernement français. Il fera même allusion à quelque chose encore à un autre moment, une période postérieure. Ben Badis déclare: nous ne voulons pas être français, nous ne voulons pas renier notre race ni notre religion. Nous voulons être des hommes libres. Mais, précise-t-il, sous l'autorité française. Vous voyez, donc c'est pourquoi lorsqu'on nous raconte aujourd'hui que le projet Bloom-Violette a échoué à cause du lobby Pieds Noirs, je voudrais quand même, ça a été mon objectif en faisant cet exposé, rappeler un petit peu la complexité de la vie politique à cette époque et de cette mosaïque. Je vous demande une minute supplémentaire, mon cher président. Le projet Bloom-Violette, comme vous le savez, a échoué. Ah oui, je voulais vous signaler aussi qu'à un moment, Ousgane, qui était chef un des chefs importants du Parti communiste, est devenu secrétaire général du Congrès musulman. Vous voyez un peu comme les choses étaient déjà complexes. Or, c'est à ce moment-là que les oulémas ont commencé à trouver que ça commençait à bien faire et les communistes ont dû prendre leur distance. Alors, le paradoxe de ce projet de loi Bloom-Violette, c'est qu'il n'a, bien qu'il ait été inscrit au journal officiel le 30 décembre 1936, après 2 ans et demi de débat houleux, il n'a jamais été discuté et il a été mis en sommeil et, pour ne pas dire, enterré. Il y a eu encore quelques démarches supplétives pour essayer de ranimer tout cela et essayer de faire revivre ces débats. Certains ont parlé de naturalisation sans le statut personnel. Les oulémas avaient créé, je crois, un comité de défense du statut personnel. Bon, toute chose évidemment qui ajoute à la complexité des événements de cette époque. Lorsque le gouvernement Daladier fut nommé, il avait repris Blum et Violette dans son gouvernement, mais finalement il a abandonné le projet. Et il faut dire qu'au moment où il abandonnait le projet, où ce projet a été considéré comme définitivement abandonné, les troupes allemandes entraient en Autriche et probablement les hommes politiques français de cette époque craignaient-ils que l'agitation en Algérie, qui était, je le rappelle, le cœur de l'Empire et qui était même considéré comme la perle de l'Empire, il faut bien comprendre que l'agitation qui s'était manifestée sur le territoire algérien pendant plus de 3 ans, ma foi, inquiétait beaucoup quant à les répercussions que cela pouvait avoir sur la situation internationale et sur les capacités de notre pays de résister à ses ennemis potentiels. Merci.